CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Exactement 17h34 avec nous maintenant Béatrice Vaugran qui est directrice générale de Oxfam Québec. Bon après-midi Madame Vaugran. Oui, bonjour Monsieur Père. Ça va bien? Ça va bien. Oui, même quand ça va mal, hein? Il faut, hein? Oui, oui. Ainsi, Oxfam Québec, Oxfam fait un appel officiel à un cessez-le-feu dans le territoire palestinien occupé et un appel pour un cessez-le-feu immédiat. Oui, tout à fait. C'est important à ce niveau d'ampleur de la catastrophe humanitaire auquel nous faisons face. Nous, les humanitaires, on ne peut pas rester les bras croisés et ne rien faire. C'est absolument crucial de respecter le droit international humanitaire et de pas seulement le dire, mais de le faire. Et pour qu'on puisse faire notre travail, qu'on puisse vraiment apporter tout le soutien à la population qui manque cruellement de tout, d'eau, de services médicaux, bien sûr de protection aussi contre les bombes et autres. Il nous faut un cessez-le-feu pour qu'on puisse vraiment opérer à large échelle à la mesure de la catastrophe que nous avons devant les yeux. Quand on dit qu'il manque de tout, l'ONU a averti, selon ce communiqué de Oxfam, que les jeunes enfants commenceraient bientôt à mourir de déshydratation sévère. Oui, l'eau, vous avez bien raison de le dire, c'est vraiment un enjeu majeur. Et en fait, ce qui manque aussi beaucoup, c'est le carburant pour avoir accès à l'eau. Sans carburant, on peut pas faire fonctionner toutes les machineries d'accès à l'eau potable, toutes les machineries et les usines de traitement des eaux. Il n'y a plus aucune usine des 6 usines qu'il y avait sur le territoire de Gaza. Il n'y en a plus aucune qui marche. La seule qui marchait un peu avec l'énergie solaire vient de flancher. Et là, oui, on vient d'apprendre qu'il n'y a même pas d'accès à l'eau pour à peu près 3500 patients qui se trouvent dans 35 hôpitaux. Donc, c'est grave quand on n'a plus accès à l'eau. L'Organisation mondiale de la l'Organisation mondiale de la santé, a dit qu'il fallait à peu près entre 50 à 100 litres d'eau par jour en minimum pour pouvoir assurer un service public de santé publique. Et aujourd'hui, on a peut-être 1 litre d'eau par jour par personne en ce moment à Gaza. C'est bien, bien trop peu. Il y a vraiment un manque d'accès au carburant, un manque d'accès à l'eau. Les hôpitaux maintenant qui commencent et on peut dire même est-ce qu'ils opèrent, mais en tout cas de fonctionner sans électricité, où on peut imaginer les chirurgies qui se font sans anesthésie, entre autres ou autres. Il n'y a pas d'évacuation possible. Si on évacue les hôpitaux, il y a des gens qui meurent, des bébés qui sont sous couveuse. On parle de nourriture aussi, qui commence à devenir absolument catastrophique, ou dans peu de jours. On parle de peut-être 4 jours dans les magasins qui restent. Et vous comprenez que les prix ont grimpé évidemment de façon importante. Donc tout le monde ne peut pas se l'offrir. Mais on a le prix de la nourriture qui a aussi gravement augmenté et qui va devenir bientôt inaccessible. Et encore une fois, sans carburant, on a des problèmes majeurs de réfrigération de la nourriture, qui bien sûr qui va se gâter. On ne peut pas irriguer les champs, on ne peut pas prendre soin des poulaillers, des élevages, des vaches, des produits de la pêche. Alors ça aussi, c'est un impact vraiment terrible sur la population. Il faut vraiment avoir accès à beaucoup plus de carburant pour faire marcher le peu de machines qui restent encore fonctionnelles. Les autorités israéliennes demandent à la population de Gaza de quitter le nord pour se rendre au sud. Et là, on apprend aussi qu'il y a des bombes qui pleuvent, qu'il y a des gens qui meurent aussi au sud par des bombes qui sont lancées dans cette guerre.
Absolument, d'où encore une fois la demande de cessez-le-feu. Comment peut-on faire bouger la population déjà vers quel endroit, quel refuge? Il n'y a rien qui les attend dans le sud, si ce n'est entre autres des bombardements et donc des personnes, bien sûr, encore une fois dans les hôpitaux qui ne peuvent pas se déplacer et des personnes qui n'arrêtent pas de se déplacer. On a malheureusement notre propre personnel aussi qui se situe dans la bande de Gaza et il y en a qui ont déménagé déjà 6 fois, il y en a qui ont perdu leur maison. Malheureusement aussi, et on a à ce jour à peu près 1,4 million de personnes qui sont ce qu'on appelle des déplacés internes, donc qui ont trouvé des refuges dans les écoles des Nations Unies ou dans les mosquées, dans les églises, dans d'autres écoles, chez leurs amis, dans leur famille quand ils peuvent. Mais 1,4 million de personnes déplacées sur 2,3 millions de la population de Gaza, ça fait beaucoup de monde. Et se déplacer, comme vous le dites, sous les bombes, c'est effectivement pas une situation qui est prévue par le droit international. Donc il faut absolument pouvoir trouver des refuges pour ces populations-là. C'est urgent de faire rentrer vraiment les humanitaires pour porter secours. J'ai lu à quelque part que, en parlant des humanitaires, que Médecins sans frontières donne un ultimatum en disant que le travail devient impossible dans le territoire. C'est impossible, je veux absolument bien les croire. Déjà, c'est extraordinaire. Je crois que ça prend un courage inouï. On a des partenaires aussi qui sont sur le terrain et qui ont pu quand même donner un peu de soutien, des kits d'hygiène, entre autres. C'est tellement important pour la santé publique, à peu près 800 ménages. Je peux croire que le personnel de Médecins sans frontières fait un travail incroyable pour essayer de garder à peu près les soins de base aux plus urgents, mais c'est impossible d'opérer dans ces conditions-là, surtout sans électricité et sans carburant. Les hôpitaux vont devenir, je pense même que c'est la Croix-Rouge qui l'a dit, à un moment donné, des morgues sans électricité. Donc il faut beaucoup plus intervenir. Nous insistons sur le cessez-le-feu immédiat. On ne peut pas continuer à avoir une punition collective sur la population entière pour permettre à Israël de répondre et de défendre sa propre population. D'autant que pour un travail comme veut réaliser Israël, qui est l'anéantissement total du Hamas, ça prendrait pas des semaines, pas des mois, mais ça prendrait peut-être des années. Donc, autant cesser le feu tout de suite pour résoudre le problème par des négociations, non? On appelle clairement à un dialogue. Il faut absolument arrêter ce cycle répété et répété de conflits, de potentielles violations graves du droit international humanitaire, ensuite de trêve, et ensuite on répare, et ensuite ça repart, conflit, trêve, et on répare. Ça fait 5 ans, plus de 50 ans, 57 ans que la bande de Gaza est occupée, 16 ans de blocus total qui a mis à terre l'économie de Gaza. On parle d'un taux de chômage à 45%, 70% pour les jeunes. Donc il n'y a aucun avenir, aucun développement économique possible dans ces conditions-là. Il faut absolument reprendre le dialogue, trouver des solutions et surtout adresser les sources et les causes premières, donc à savoir l'occupation, le blocus, les colonies illégales qui sont aussi dans Cisjordanie d'ailleurs où il y a de nombreuses violences aussi qui passent un peu sous le radar. Donc il faut absolument que le dialogue reprenne et que aussi les femmes y participent, parce qu'on sait que quand les femmes participent, souvent des solutions sont plus durables. Mais clairement, faut arrêter ce cycle infernal de conflits et de reconstruction qui ne mène à rien. Naturellement, on comprend que la nature du problème est politique et c'est par la politique qu'il sera réglé le problème. Quel est l'impact des humanitaires sur les décisions qu'on force ces politiques à prendre? Est-ce qu'on pense à réussir à faire entendre la voix de la raison? Vous
Vous savez, nous, on est dans l'action, donc on est dans l'action et on est dans l'espoir. Donc, clairement, on va tout faire, tout le bruit possible de plaidoyer, de communication et surtout de travail en coalition. On n'a jamais vu une aussi grande coalition d'ONG qui réclament, donc d'organismes non gouvernementaux qui réclament un cessez-le-feu. De nombreux politiciens se joignent aussi. Il faut absolument un cessez-le-feu et ensuite se mettre d'attaque sur les conditions du dialogue. Alors bien sûr que nous allons y participer parce qu'on peut documenter ce qui s'est passé là-bas. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de parler de droit international humanitaire, mais de parler aussi d'impunité, ce cycle infernal de violence, de conflits, d'attaques envers les civils. Et le Hamas l'a fait, Israël le fait en ciblant des populations, des infrastructures civiles. Il va falloir documenter ces violations de droit international et aussi obtenir justice, réparation. Ce qui nourrit les violations de droits humains, c'est l'impunité. Tant qu'il y a impunité, le cycle continue. Donc, il faut absolument tenir ceux et les gouvernements responsables ou les entités, les groupes responsables de violations de droit international humanitaire en face de leurs responsabilités, de leurs actions. Mais absolument mettre les gens encore bien au fait de voici ce qui arrive en ce moment, voici l'accumulation de ce que fait plus de 50 ans d'occupation, plus de 50 ans de blocus, une population qui n'a aucun droit, qui est dans des bandes où c'est une prison à ciel ouvert. Ça ne peut pas continuer. On comprend très bien que les deux populations, les Israéliens et les Palestiniens, ont tous deux besoin de sécurité, ont besoin de se développer dans la dignité. Et il faut arrêter ce cycle-là. Et puis, il y a eu cette déclaration du président Macron aujourd'hui, je pense, à côté du président de l'autorité palestinienne en disant que la vie d'un Français équivaut à la vie d'un Palestinien, tout comme à la vie d'un Israélien. Il faut absolument prendre un temps d'arrêt pour essayer de trouver une solution à la problématique. C'est quelque chose qui doit se répéter plus souvent de la part de ces personnes en autorité dans le monde, non? Clairement. Et pour le moment, le discours est lent et long. On demande un cessez-le-feu et il y a peu de gouvernements qui nous ont suivis à ce jour et qui nous entendent, mais on va continuer à le faire entendre. Il y a une grande partie de la population aussi qui le souhaite. Il faut d'abord un cessez-le-feu pour pouvoir parler en dialogue, pour pouvoir commencer à ouvrir le dialogue, il faut d'abord un cessez-le-feu. Il n'y a pas d'autre choix que de laisser et de porter, je veux dire, mon urgence, je vous l'avouerai, en ce jour, c'est surtout de porter secours, de libérer les otages, de porter secours à 2,2 millions de populations qui, sous peu, va manquer de tout, va devoir faire face à des maladies et c'est vraiment ça l'urgence. Ensuite, il faut commencer vraiment et il faut enjoindre nos politiciens à trouver des moments et des espaces de dialogue et de discussion parce qu'il faut qu'on refuse que ce cycle se répète encore de conflits, trêves, reconstruction. Il faut que ça cesse. Et puis, faut faire preuve de courage aussi, même dans la population civile. Le fait que des organisations à vocation humanitaire se décident à parler, à dire les vraies affaires, parce qu'on a l'impression qu'il y a une peur collective dès qu'on parle de l'État d'Israël. Il faut calculer, mesurer ces mots, n'est-ce pas? Alors que la chose, quand elle se pratique de l'autre côté, on le dit, le Hamas n'avait pas le droit de faire cette attaque, mais corriger une erreur par une autre erreur, on n'est pas mieux, non? Ah, vous avez totalement raison, Monsieur Pierre, absolument. Bien sûr que Israël a le droit de protéger sa population et clairement ce qu'a fait le Hamas, c'est 1400 Israéliens et autres personnes d'autres nationalités massacrés dans quelles conditions, c'est absolument l'horreur. Et puis ces 200 otages, là, j'imagine l'angoisse des familles, mais affamés
et assoiffé 2,2 millions de personnes. Est-ce la réponse? Non, clairement, le droit humanitaire, il est là, puis c'est pareil en droits humains. C'est quand c'est difficile qu'il faut surtout se tenir debout et appliquer les droits humains. C'est pas seulement faire les encadrer, la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son bureau de Premier ministre ou autre. C'est surtout dans les faits, dans des conflits où c'est compliqué, mais de se tenir debout et de protéger les droits humains, surtout protéger la vie. Et oui, les humanitaires, on est vocaux et on se rassemble ensemble parce que là, on se sent impuissant, on ne peut pas rentrer. Ce qui est rentré est absolument une goutte d'eau dans l'océan. C'est largement insuffisant. Ça ne peut pas porter secours à la population. Donc, il faut se tenir debout quand on a besoin et cette punition collective, comme ça a l'air, ne peut mener nulle part. C'est un abysse de violence et on ne peut pas se laisser entraîner par cet abysse de violence. Il faut vraiment cesser ce cycle. Béatrice Vaughrant, directrice générale de Oxfam Québec, encore une fois, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Vaughrant. Merci beaucoup de l'invitation, Monsieur Pierre. Et si je peux enjoindre vos auditeurs à signer notre pétition oxfam.qc.ca pour demander à cesser le feu, ce serait vivement apprécié. Oui, alors, s'il le faut, là même, on va mettre encore une bande pour demander à nos auditeurs d'aller signer la pétition. Et moi-même, je vous promets de signer cette pétition. On dit Oxfam-Québec, c'est ça? Oxfam.qc.ca et j'en suis honorée. Merci beaucoup. Chaque voix compte, chaque signature est importante. Vous pouvez vraiment sauver des vies. Alors un infini merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.